1991, une salle de cinéma, région parisienne, Val Kilmer sur l'écran, cuir noir, un adolescent dans le noir qui ne sait pas encore ce qui lui arrive. Ce qu'il voit, ce n'est pas une rockstar, c'est un poète que l'Amérique n'a jamais présenté comme tel. Épisode Jim Morrison, le poète piégé dans son mythe. Chapitre 1 Venice Beach. Sur un toit, un poète qui ne le sait pas encore. Ce garçon dans la salle, c'est moi. Des milliers de gens de 17 ou 18 ans à la même époque, dans des salles obscures partout en France et en Amérique. Le film d'Oliver Stone, sorti en 1991, crée un nouveau mythe par-dessus l'ancien. Mais dans la salle, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la scène des concerts. Ces moments où Morrison monte sur scène et refuse d'être ce qu'on attend de lui. À 16 ans, on reconnaît ça dans le corps avant de le comprendre dans la tête. Il faut remonter avant le mythe pour comprendre Morrison, avant que le roi lézard ne prenne toute la place. Retourner à Los Angeles en 1964 et trouver un étudiant de 20 ans inscrit dans le département des arts dramatiques de l'UCLA. Pas encore Jim Morrison des Doors, juste James Douglas Morrison, fils de l'amiral George Morrison, dans un couloir qui s'appelle McGowan Hall. Ce couloir-là, c'est quelque chose. Francis Ford Coppola y passe en même temps, étudiant de master. En janvier 2024, Coppola parle de Morrison publiquement et écrit sur les réseaux sociaux « C'était un gars très doux, très intelligent, avec un fort intérêt pour la philosophie. » Il ajoute qu'il sortait avec sa sœur, Talia Shire. Les corridors de l'histoire sont parfois étroits comme ça. Un de ses professeurs s'appelle Jack Hirschman. Il vient de publier une anthologie d'Antonin Artaud pour les éditions City Lights. Artaud, le théâtre comme rite, comme contagion qui fait saigner les certitudes du public dans les os. Morrison absorbe ça jusqu'à l'os. Il lit Rimbaud. Il lui écrira même une lettre en 1968 au professeur de Duke University, Wallace Foley, pour le remercier de sa traduction anglaise des œuvres complètes, et se définit un jour lui-même. « Je suis un Rimbaud en veste de cuir ». Nietzsche aussi, et quand un journaliste du Village Voice lui pose des questions en 1967, Morrison insiste pour qu'il lise La naissance de la tragédie avant d'écrire quoi que ce soit sur lui. Ce que tous ces textes lui apprennent, c'est quelque chose de simple et de violent. L'art ne représente pas la vie, il la fracture. Artaud voulait que le théâtre fasse saigner les certitudes dans les os. Rimbaud réclamait le dérèglement total des sens par la langue. Morrison est le seul artiste de sa génération à avoir pris tout ça au pied de la lettre sur scène, pas comme métaphore, comme programme. Puis il rate son film étudiant, court-métrage projeté une seule fois dans une petite salle, non sélectionné pour la grande cérémonie, éreinté en discussion de classe. Il jette alors tous ses carnets de lycée et de fac, toute son écriture de jeunesse, disparue. Dans une interview conservée de 1969, il dira que c'est le plus grand regret de sa vie. Si j'avais ces 2 ou 3 carnets perdus, ce serait la chose que je voudrais le plus posséder au monde. Il part vivre sur un toit. 14 Westminster Avenue, Venice Beach. Il a perdu environ 14 kilos selon ses biographes. Ses parents lui ont coupé les vivres. Pendant 6 à 10 semaines, selon les témoignages, il écrit, non pas la culmination d'années de travail, une explosion soudaine, comme si détruire ses anciens écrits avait tout libéré d'un coup. Le 8 juillet 1965, selon plusieurs sources concordantes, il croise Ray Manzarek sur la plage. Ils se connaissent déjà d'UCLA. Ce n'est pas une rencontre entre inconnus, c'est un hasard entre 2 anciens camarades. Morrison lui chante les premiers vers de Moonlight Drive. Manzarek lui dit, selon ses mémoires publiées en 1998, rédigées 33 ans après les faits, « Ce sont les plus belles paroles que j'ai jamais entendues. Montons un groupe. » 3 semaines plus tard, ils entrent en studio. Toutes les chansons sont déjà écrites. La musique est venue après les mots. Ce que Morrison chantait ce soir-là n'était pas des chansons d'amour. End of the Night reprenait mot pour mot Blake. Certains naissent à la lumière douce, d'autres naissent à la nuit sans fin. People Are Strange était une vision de l'aliénation totale. Ces textes-là ne sortaient pas d'une ambition pop. Ils sortaient des toits de Venice Beach et des livres d'Artaud. Alors que devient un poète comme ça quand le monde décide d'en faire un dieu rock ? Chapitre 2 Le roi lézard. La machine à transformer un poète en icône est la chose la plus redoutable que l'Amérique ait jamais construite. Morrison a 23 ans quand elle se referme sur lui. De 1966 à 1967, en moins d'1 an, le poète qui dormait sur un toit de Venice Beach devient le roi lézard. Ce glissement-là, c'est peut-être la chose la plus triste et la plus fascinante que cette décennie ait produite. Morrison a 22 ans quand les Doors signent avec Elektra Records. À 23 ans, Light My Fire atteint la première place des charts américains.
et c'est peut-être à ce moment-là qu'il comprend que le piège s'est refermé. Les journalistes arrivent. Ils voient le cuir, les hanches, la beauté un peu animale. Morrison essaie de parler de Nietzsche, de la tension entre ordre et extase qui structure ses concerts comme des rituels chamaniques. Les journalistes le renvoient avec des articles sur sa silhouette. Il insiste pour qu'on le lise comme poète. Ils l'entendent comme sex symbole rebelle et s'arrêtent là. Ce décalage ne disparaît jamais. En 1967, lors de leur apparition au Ed Sullivan Show, la production demande à Morrison de modifier les paroles de Light My Fire, jugées trop explicites pour la télévision. Morrison promet. Sur scène, il chante les paroles originales, pas par bravade, par refus de laisser l'image prendre le pas sur les mots. Il entrait parfois par le fond des salles de concert, seul, passait parmi le public avant de monter sur scène, puis disparaissait en plein milieu d'une chanson, recommençait 1 heure plus tard depuis les coulisses. Il parlait, longtemps, des discours qui n'étaient pas des discours, des incantations. Les gens qui étaient là disent qu'ils ne savaient jamais si c'était du théâtre ou s'ils perdaient vraiment la tête. Artaud aurait reconnu ça. En 1969, à compte d'auteur, sous son nom civil, James Douglas Morrison, pas Jim Morrison des Doors, il imprime, selon ses biographes, 100 exemplaires de 2 plaquettes de poèmes, The Lords, Notes on Vision et The New Creatures. 100 exemplaires distribués à la main à ses proches. La démarche dit tout. Ce qu'il veut faire exister, c'est James Douglas Morrison le poète. L'autre, il essaie de le tenir à distance. Dans The Lords, il écrit quelque chose qui ressemble à un diagnostic de sa propre situation. « Les seigneurs nous apaisent avec des images, dit-il. À travers l'art, ils nous confondent et nous aveuglent à notre servitude. » Il a 25 ans et il a déjà compris le mécanisme dans lequel il est pris, celui qui fabrique ses propres chaînes en croyant s'en libérer. Dans une interview conservée, il dit « Si j'avais pu recommencer, je pense que j'aurais plutôt choisi d'être le petit artiste discret qui travaille tranquillement dans son coin. » Ce n'est pas de la modestie, c'est du regret pur. Pour ceux qui l'ont découvert à 17 ou 18 ans, dans une salle de cinéma, sur une platine vinyle, dans la chambre d'un lycée quelque part, ce que Morrison incarnait n'était pas de la rébellion au sens ordinaire. C'était un refus. Le refus d'être réduit à ce qu'on attend. Et à cet âge-là, ce refus-là, on le comprend avant même d'avoir les mots pour le nommer. C'est pour ça qu'il ne parlait qu'aux jeunes. Les adultes avaient déjà appris à accepter. Chapitre 3. Le fils de l'amiral. Il portait le nom de l'homme qui avait déclenché la guerre, et sa génération allait en faire le visage de ceux qui la refusaient. Le 2 août 1964, le USS Maddox reçoit des tirs au large des côtes du Vietnam. L'officier commandant les forces navales américaines dans cette zone s'appelle le contre-amiral George Morrison. Il confirme l'incident à Washington. 5 jours plus tard, le Congrès américain vote la résolution du golfe du Tonkin qui autorise l'escalade militaire. La guerre qui va tuer 58 000 soldats américains, selon le décompte officiel du département de la défense américain, commence ce jour-là. George Morrison est le père de Jim. C'est peut-être le paradoxe le plus dense de toute cette histoire. Jim Morrison devient le symbole d'une génération qui dit non à cette guerre quand son père en est l'un des déclencheurs. Dans An American Prayer, enregistré le 8 décembre 1970, le soir de son 27e anniversaire, Morrison écrit « Savons-nous que nous sommes conduits vers des massacres par des amiraux placides ?» Il ne cite pas son père, il n'a pas besoin. Morrison a prétendu publiquement que ses parents étaient morts. Il le dit dans des interviews. Selon ses biographes, son père l'apprend en reconnaissant son fils sur une pochette de disque. Il lui écrit une lettre lui demandant de renoncer à toute idée de scène en raison de ce que je considère être un manque total de talent dans cette direction. Cette blessure traverse toute l'œuvre. L'incident de l'autoroute qu'il évoque dans ses poèmes, enfant, il avait été témoin d'un accident de route où des Amérindiens mouraient au Nouveau-Mexique. Son père l'avait recouché en lui disant que c'était un rêve, selon plusieurs témoignages. Morrison y revient encore dans ses textes, des Indiens éparpillés sur l'autoroute à l'aube et saignants, comme si les premiers morts de son enfance avaient été effacés par le même homme qui allait déclencher d'autres morts des années plus tard. Et puis il y a Miami. Le 1er mars 1969, 12 000 personnes dans un auditorium prévu pour 7 000 selon les organisateurs. Morrison arrive en retard, de 2 heures selon les témoignages. Ce qui se passe réellement sur scène ce soir-là, personne ne le sait. Les 200 photos prises au premier rang, selon les pièces versées au dossier du procès, ne montrent rien d'illicite. John Densmore dira qu'il n'y a rien eu, mais la ville porte plainte quand même. C'est ça, Miami. Pas une déflagration accidentelle, une décision. Morrison dira lui-même, dans une interview de Circus Magazine enregistrée en octobre 1970, «
J'en avais assez de l'image qu'on avait construite autour de moi, à laquelle j'avais parfois coopéré. J'y ai mis fin en une glorieuse soirée. Le procès dure 18 mois. Pendant ces 18 mois, les Doors enregistrent quand même. Morrison Hotel sort en février 1970, sous le poids d'un procès. Au printemps 1971, Ella Woman, son meilleur album depuis le premier, et Morrison l'enregistre comme un homme qui sait que c'est le dernier. Le verdict tombe le 20 septembre 1970, selon les archives du procès. Coupable de profanité publique, 6 mois de prison et 500 $ d'amende, libéré sous caution en attendant l'appel. En décembre 2010, le Florida Clemency Board vote à l'unanimité pour gracier Morrison à titre posthume. Les preuves étaient trop ambiguës pour justifier la condamnation. 40 ans après le verdict. Chapitre 4. Paris. On part vers la ville qui a déjà enterré ses poètes quand on cherche à en devenir un. Paris n'attend rien de lui. C'est peut-être pour ça qu'il y est allé. Le 11 mars 1971, Morrison descend d'un avion à Paris avec un sac plein de carnets et de livres. Il laisse pousser sa barbe, il grossit, cesse d'être Jim Morrison des Doors et s'installe au 17 rue Beautreilly, dans le Marais, un appartement au premier étage. Ce qu'il fait à Paris, et ça les films ne le montrent jamais, c'est écrire. Il s'assoit sur les bancs de la place des Vosges, à 5 minutes à pied, sous les arcades de briques rouges et de pierres grises, cette place qui ressemble à un décor de théâtre, exactement ce qu'Artaud avait en tête quand il parlait d'espace sacré. Shakespeare & Compagnie le voit passer entre les rayons. Et un soir, il va au Père-Lachaise voir la tombe d'Oscar Wilde. Il reste longtemps. Selon son ami Alain Ronet, qui témoignera des années plus tard, Morrison dit ce soir-là qu'il voudrait être enterré là un jour. Ce qu'il y a de saisissant dans les témoignages de Paris, c'est une chose à laquelle on ne pense pas, l'anonymat. Dans le Marais, personne ne le reconnaît. À la place des Vosges, on ne l'arrête pas pour une photo. Pour la première fois depuis 1967, il est juste un homme qui marche dans une ville étrangère sans que la ville le sache. Cette transparence-là, être regardé sans être vu comme une icône, il ne l'avait plus connue depuis les toits de Venice Beach. Peut-être que Paris lui rendait quelque chose que Los Angeles lui avait pris sans qu'il s'en aperçoive. Il travaille avec le compositeur Fred Mayro sur un projet d'opéra rock. Morrison écrit le livret, Mayro compose la musique. Ils envisagent de louer un château. Ce projet dit quelque chose d'essentiel sur l'état d'esprit de Morrison à Paris. Il est en train de changer de forme. Il ne veut plus être le roi lézard. Il veut être librettiste. La reconversion n'est pas qu'une intention. Les dernières photos connues de Morrison vivant sont prises par Alain Ronet le 28 juin 1971, 5 jours avant sa mort. On y voit un homme rasé, l'air juvénile, qui ressemble à l'étudiant d'UCLA. Cette barbe qu'il avait laissée pousser comme une rupture avec son image rock, il l'avait rasée à Paris, comme s'il cherchait à retrouver James Douglas Morrison sous Jim Morrison. La dernière entrée datée du Paris Journal est du 30 juin 1971. 3 jours avant sa mort. Morrison écrit « Tant de choses déjà oubliées » et sur la ligne suivante, dans le même carnet, tout ce qu'il reste encore à oublier. Le Paris Journal est moins un journal intime qu'une série de fragments, des visions nocturnes, des questions posées dans le vide. Rien qui ressemble au Roi Lézard, ni aux chansons des Doors. C'est le cahier d'un homme qui recommence depuis un endroit que personne d'autre n'a jamais vu. Ce n'est pas une phrase de désespoir. C'est une phrase de quelqu'un qui tourne une page. Chapitre 5. La fenêtre qui se ferme. Il existe une fenêtre dans chaque vie où la liberté ressemble encore à quelque chose de réel. Morrison n'a jamais voulu la voir se refermer. Étienne de la Boétie écrit Le discours de la servitude volontaire, à 18 ou 19 ans selon les historiens, vers 1548 ou 1549. Il meurt à 33 ans. Et son texte central, celui pour lequel on le lit 5 siècles plus tard, dit une chose simple et vertigineuse. Nous ne subissons pas la tyrannie, nous la choisissons, nous fabriquons nos chaînes nous-mêmes. Ce texte parle aux jeunes parce que la jeunesse est le seul moment où la liberté ressemble encore à une option réelle, pas comme un souvenir ou une conviction abstraite, comme quelque chose d'ouvert devant soi. Après 25 ans, pour beaucoup d'entre nous, les chaînes commencent à ressembler à des meubles. On s'y habitue, on oublie qu'on les a choisis. Morrison le savait. Il essayait de rester dans cette fenêtre-là,
là, d'empêcher ses propres chaînes de devenir du mobilier. C'est ce qui rendait ses concerts si intenses. Il n'y jouait pas de la musique, il rejouait le choix de refuser, encore et encore, pour quiconque se trouvait dans la salle ce soir-là. Pas un rocker qu'on regardait, mais un homme qui refusait la servitude volontaire en public, chaque soir, jusqu'à ce que son propre corps lâche. Morrison n'est pas mort d'avoir vécu trop vite, il est mort d'avoir résisté trop longtemps à ce qu'on voulait faire de lui. La boîte retrouvée en 1986 dans le nord de la Californie, selon les biographes de Morrison, porte une étiquette écrite de la main de Pamela Courson. 127, Fascination. Pamela était morte 3 ans après Morrison, emportée à 27 ans en 1974. Personne n'avait ouvert cette boîte. À l'intérieur, les manuscrits parisiens, le Paris Journal, des chansons inédites, tout ce qu'il avait écrit loin du roi Lézard. En 2021, HarperCollins publie les Collected Works, 736 pages selon l'éditeur, dont la moitié n'avait jamais été publiée, d'un homme qu'on a tué comme rockstar et qui voulait vivre comme poète. Quand Patti Smith sort Horses sur Arista Records en 1975, elle dit dans plusieurs interviews que cet album doit autant à la poésie de Morrison qu'au rock. Ian Curtis de Joy Division, lui, lisait The Lords avant les concerts selon sa biographe Deborah Curtis. Il soulignait les passages au feutre et les récitait dans les loges. Tous ceux qui ont inventé la suite avaient compris ce que les journalistes de 1967 n'avaient pas voulu voir, qu'il était d'abord un poète qui avait trouvé un amplificateur. Morrison est enterré au Père-Lachaise, dans le coin des poètes, là précisément où il avait dit vouloir être enterré, devant la tombe de Wilde. Il avait 27 ans, Rimbaud avait 37 quand il est mort, comme si la liberté avait une date d'expiration, et que certains choisissaient de mourir avant de la voir se fermer de l'intérieur. Ce que Morrison nous a laissé, ce n'est pas le roi Lézard. C'est la preuve qu'à 20 ans, dans le carnet d'un étudiant qui dort sur un toit de Venice Beach, quelque chose d'irréductible peut exister. Et que cette chose-là, si on la rencontre au bon moment, à 17 ans après un chagrin d'amour, ou à 18 ans dans une salle obscure, elle ouvre quelque chose qu'on n'oubliera jamais complètement. Elle reste là, souterraine, des années. Dans les prénoms qu'on choisit pour ses enfants, sans avoir à expliquer pourquoi, mais en comprenant chaque fois qu'on les prononce. Vous écoutiez Jim Morrison, le poète piégé dans son mythe. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a encore la fenêtre ouverte.